Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce H2 Breakfast du 13 février 2026. Je suis Élodie Boilleux, ravie de vous accueillir pour cette nouvelle édition du webinaire en ligne, donc qui a vocation d'informer les acteurs de la filière hydrogène du Grand Ouest des actualités hydrogène, notamment en région Bretagne. Donc, ce matin, après vous avoir partagé quelques informations générales sur l'actualité de la filière hydrogène en Bretagne, j'aurai le plaisir de donner la parole à Jean-Gabriel Robert du cabinet EY pour la présentation des résultats de l'étude Waste to H2. Ensuite, nous poursuivrons avec une présentation de la filiale lorientaise d'Argo Anleg, donc par Benoît Perrault, CEO. Donc voilà, Argo Anleg, qui est une entreprise allemande qui s'implante donc depuis cette année, voire fin d'année dernière, en Bretagne. Enfin, nous aurons l'occasion de donner la parole à Nicolas Cotin, qui est responsable développement commercial chez Hyundai, pour la présentation des activités de l'entreprise et également la présentation de l'aide H2 Accelerate. Nicolas Cotin avait notamment amené des véhicules pour ceux qui étaient au Britanniday en exposition, donc à notre événement de septembre dernier. Voilà, donc comme d'habitude, on aura l'occasion d'échanger avec les intervenants après les différentes prises de parole. Et pour démarrer ce H de Breakfast, je vous partage donc quelques premières informations générales sur la filière. Et donc, bienvenue aux personnes qui sont en train d'arriver. Voilà, nous démarrons avec ces informations. Alors, un petit temps juste pour vous rappeler que la Bretagne était à Euromaritime. C'était la semaine dernière. C'était fort intéressant pour les personnes qui suivent l'actualité maritime. Bien sûr, nous étions présents avec l'angle hydrogène pour comprendre dans quelle mesure le vecteur hydrogène apparaît et est désormais positionné comme une solution pour la transition énergétique maritime. Donc voilà, l'hydrogène était représenté de par les porteurs de projets bretons qui étaient, somme toute, assez nombreux. Voilà, on peut en citer quelques-uns. Argo Anleg qui est avec nous, bien sûr, aujourd'hui, mais il y avait également Piriou, les chantiers Piriou, comment Actemium Marine. Donc, bon, pas mal de personnes, je ne peux pas citer. J'ai en tête également Cachalange ou Kinel, etc., et Green Navy. Donc, ce qui est intéressant à noter pour les personnes qui sont intéressées déjà, c'est que c'est un salon qui a lieu tous les 2 ans, organisé par BPN. Et c'est l'occasion donc de mettre en avant des innovations sur le territoire. Et notamment pour nous, là, c'était l'occasion pour Cachalange de communiquer sur le lancement donc, de sa collaboration avec De Lavergne pour un test sur un bateau aluminium Exocet 10 propulsion hydrogène. Donc voilà, et puis on a pu voir qu'il y avait également des innovations qui arrivaient, notamment avec des solutions hybrides mêlant l'intelligence artificielle et les solutions de combustion optimisées. Donc au plaisir pour échanger avec vous sur ce sujet. Un petit rappel également, tout simplement donc, pour vous rappeler que les appels à projets de la région Bretagne sont toujours ouverts. Donc ça dure jusqu'en octobre 2026. Nous avons à ce jour 3 démonstrateurs, donc le démonstrateur usage maritime, usage terrestre, donc et usage de production et conditionnement. Donc ces 3 démonstrateurs sont en ligne de mire pour être soutenus par la région Bretagne. Ce sont des appels à projets qui sont ouverts jusqu'à épuisement des fonds. Ça signifie tout simplement que ce sont les premiers appelés qui seront les premiers servis. Donc, n'hésitez pas. On est en sélection, en comité de sélection mensuelle, donc à revenir vers nous. Maximilien Lemaine, chargé de projets H2 et Smart Grids pour la région Bretagne, saura bien entendu vous renseigner. Je vais avoir quelques informations plutôt relatives à la formation ce matin. Déjà, en vous annonçant l'ouverture à Concarneau en 2026-2027 donc d'un certificat de spécialisation dédié aux énergies renouvelables. Donc, cela concerne le lycée Pierre Guéguin de Concarneau. Et donc, l'idée, c'est de former des techniciens en énergie renouvelable, option énergie électrique, avec donc les former un petit peu plus sur la spécialité hydrogène.
Donc, ce qui est intéressant aussi à noter par rapport à ce certificat de spécialisation, c'est que le 3 avril prochain, donc la date est en cours de confirmation, on verra aussi si on peut aller un petit peu plus loin concernant cette ouverture de formation avec la mobilisation des entreprises du secteur du stockage de l'énergie, avec l'idée en fait de les mobiliser, les entreprises de ce territoire, pour voir l'intérêt de co-construire une plateforme technique de formation pour répondre aux besoins bien sûr des étudiants, mais aussi plus globalement et à plus long terme aux besoins des entreprises, pour accompagner la montée en compétences des élèves et bien entendu accompagner la formation des techniciens et ingénieurs sur le territoire. Donc avec l'idée d'ouvrir cette plateforme à la formation continue. On reviendra vers vous concernant cette date. Donc, autre date à retenir, ça sera le 13 mars prochain à Redon, au sein de l'ESTI, qui nous accueille donc pour le comité des partenaires de la région Bretagne, qui va se réunir donc, comme une fois chaque semestre, donc pour la présentation des actualités de filière, un retour sur la feuille de route et donc les appels à projets en cours. Et puis, nous aurons aussi, bien entendu, la présentation des résultats de l'étude formation et recrutement H2 en Bretagne. Donc, cette étude a été réalisée donc, toute la fin d'année 2025. On est absolument ravis des résultats de réponse. On a plus de 110 répondants et encore, je pense que ça va encore un petit peu augmenter. Donc, au regard du nombre d'acteurs de la filière, c'est excellent. Et donc, ça signifie que les résultats seront vraiment représentatifs et permettront de prendre tout simplement des décisions. Donc, merci encore à toutes et à tous pour votre participation et donc rendez-vous le 13 mars prochain pour la présentation des résultats de cette étude. Un coup de projecteur, toujours sur le sujet de la formation, vraiment notre fil rouge de ce matin. Donc, c'est pour vous partager les formations du CETIM, qui, vous savez, le CETIM accueille depuis janvier 2026 le laboratoire ANIT, hein, donc destiné aux essais mécaniques en environnement H2. Et donc, le CETIM, c'est aussi bien sûr une structure de formation et qui propose des formations sur le site de Nantes. Et je vous partage là les deux dates donc, de formation du premier semestre 2026. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Jean-Marc Touelin ou Bruno Girardin donc, pour en savoir plus sur donc, cette formation hydrogène et matériaux métalliques et hydrogène et étanchéité. Voilà, et puis le 17 avril prochain, nous aurons le plaisir d'accueillir le CETIM en H de Breakfast pour une présentation plutôt du laboratoire AIMIT. Voilà, toujours sur la formation. Donc, nous aurons, alors sur la partie plutôt maritime, le 2 et 3 mars prochain à Saint-Malo, l'occasion d'avoir donc cette formation des personnels d'armement, professionnels du paramaritime et officiers de marine marchande, et plus globalement tous les acteurs du maritime. Donc, formation ENSM sur l'hydrogène et la décarbonation. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Monsieur Pierre Chiquel de l'ENSM. Voilà. Et donc, je vais donc passer la parole pour terminer ce point sur les actualités générales à Guillaume Guézelou, qui vient de nous rejoindre. Guillaume, qui est en charge donc, des affaires européennes au sein de l'agence Bretagne Next et qui va nous partager quelques opportunités pour les entreprises bretonnes. Je t'en prie. Ouais, bonjour à tous. Donc on en a déjà parlé au dernier breakfast. Donc, il y a le projet HGShift qui vous permet, en fait, pour des projets de R&D sur les technologies plutôt de rupture, d'accéder gratuitement soit à des sites de test, soit à des logiciels de simulation. Donc, l'appel pour cette année porte simplement sur les thématiques qui sont mentionnées. Mais il y aura un second appel l'an prochain dont on vous reparlera, qui portera sur un beaucoup plus grand nombre de technologies. Donc, voilà pour ce projet. L'autre appel dont je voulais vous parler, c'est un appel du Fonds européen de défense qui, pour le coup, est un appel qui est assez ouvert, qui est simplement intitulé Système énergétique à haute performance.
Là, l'idée, c'est dans le cadre d'un consortium pour un projet d'un budget d'environ 20 millions d'euros. Donc, le mieux, c'est quand même de se rapprocher d'un gros industriel, de transposer un système qui existe déjà dans le civil, parce que le constat, c'est que il y a beaucoup plus d'applicatifs civils que militaires pour notamment l'hydrogène. Et donc, l'idée, c'est de transposer la chaîne complète d'un système civil qui va de la production au stockage logistique jusqu'à la recharge et distribution pour un applicatif militaire sur un théâtre d'opération. La rédaction de l'appel est vraiment très ouverte. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans la transposition de quelque chose qui se fait déjà et d'aller vers plus de fiabilisation et aussi de pouvoir s'adapter à l'ensemble des terrains sur des théâtres d'opération, c'est-à-dire à la fois dans un environnement aussi froid que le Groenland, plein de poussière comme l'Afghanistan ou en plein désert. Et puis, évidemment, il y a tous les appels du Clean Hydrogen Partnership. J'ai fait une petite faute de phrase. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça prendrait beaucoup de temps et que là, les appels qui ont été publiés en fin d'année dernière ont une deadline qui est assez proche. Par contre, pour les appels de l'an prochain, je pense qu'on fera une présentation plus détaillée au moment de la publication. En revanche, là, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un programme qui est quand même qui a une orientation R&D très marquée. Et donc, du coup, ça veut dire que le taux de cofinancement est très élevé. Donc, l'idée, là, c'est qu'il n'est pas forcément trop tard si vous souhaitez rejoindre un consortium. On a différents moyens, en fait, de vous mettre en relation et de faire connaître vos compétences, vos savoir-faire. D'une part, le réseau EEN, donc Enterprise Europe Network, qui nous permet à nous, à Bretagne Next, de contacter l'ensemble de nos équivalents partout en Europe. Voilà, si vous avez une compétence bien spécifique que vous souhaitez valoriser, en fait, c'est un outil qui est tout à fait adapté. Et puis, en parallèle, il y a un outil de la commission qui s'appelle le Greenet Partner Search Tool, qui vous permet là de créer en fait simplement un profil et d'accéder à une plateforme pour mettre en avant en fait à nouveau euh, vos compétences spécifiques, de taguer les appels qui vous semblent les plus pertinents. Et l'intérêt de ce site, c'est qu'il est géré par un consortium financé par la Commission, ce qui fait que, contrairement à d'autres sites de mise en relation, il y a un écrémage qui est fait à l'entrée. Donc, en créant votre profil sur cette plateforme, vous vous éviterez d'être contacté en permanence par des cabinets qui souhaitent simplement vous faire payer une mise en relation ou autre. Là, on est vraiment entre les gens qui sont amenés à être dans les consortiums et uniquement cela. Donc, c'est quand même un outil qui est intéressant, à la fois pour les appels du Clean Hydrogen Partnership, mais aussi pour les appels Horizon Europe. Et c'est un outil qui est en ligne en permanence. Donc, même au-delà de la deadline du 15 avril, l'outil continuera de fonctionner. Donc, ça vous permettra d'identifier potentiellement aussi des partenaires et d'être identifié également. Peut-être, Guillaume, ce qu'on peut dire, c'est tout simplement pour les personnes qui ont identifié une thématique, un topic qui les intéresse, qui peuvent même avoir identifié aussi quelques partenaires, ne pas hésiter à revenir vers toi. Voilà. C'est ça, exactement, parce que vu la masse des appels, on voit dans les thématiques que ça va de la production de chaleur au transport et au stockage-distribution. Je pense que la manière la plus efficace pour qu'on puisse vous aider ici, c'est de prendre rendez-vous avec nous pour nous expliquer quels sont le type d'activités R&D que vous comptez mener dans les 2-3 ans, de manière à ce que justement, quand on reçoit ces appels au moment de la publication, qu'on puisse les lire en ayant bien en tête quels sont les besoins spécifiques de nos filières ici en Bretagne, et de pouvoir vous filtrer une information et vous présenter ce qui est le plus pertinent. Très clair. Avant de passer la parole à Jean-Gabriel, juste un petit mot pour vous indiquer que par rapport au COPART, la date, donc ça sera bien le 19 mars et non le 13 mars.
toutes mes excuses pour cette imprécision. Donc, jeudi 19 mars à Redon. On y reviendra avec le planning. Donc, voilà, sans transition, je cède la parole à Jean-Gabriel Robert. Donc, Édouard Brochard ne pouvant être avec nous ce matin, donc bien entendu, il est excusé. Donc, Jean-Gabriel, tu es consultant pour le cabinet EY et dans le cadre donc, du projet européen Interreg Mer du Nord Ready Ports, nous avons eu l'occasion chez Bretagne Next l'opportunité de piloter une étude qui était l'étude Waste to H2, donc de valorisation des déchets pour de la production d'hydrogène, soit par pyrogazéification ou vaporeformage de biogaz avec capture carbone. Jean-Gabriel va nous présenter les résultats de cette étude. Je t'en prie. Merci beaucoup, Élodie. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Une petite présentation très rapide de notre activité chez EY, parce que vous connaissez peut-être ce cabinet d'audit et de conseil au travers de ces missions de commissariat aux comptes, d'audit financier, de conseil transactions, au conseil juridique. Au sein d'EY, il existe une équipe à laquelle je suis attaché qui travaille spécifiquement sur les marchés de la transition énergétique et de la décarbonation. La mission qu'on s'est donnée, c'est de renforcer la confiance dans ces marchés. Et donc, nous accompagnons des clients, acteurs privés ou publics, porteurs de technologies, industriels, développeurs de projets, investisseurs, collectivités territoriales ou États, autour de missions qui portent sur des études de marché autour de ces sujets. Et donc, ça s'inscrit dans le cadre de conseils en stratégie, de réflexion sur le positionnement des acteurs, d'appui aux transactions, de financement de projets, de modélisation financière, de revue de business plan, d'analyse de chaînes de valeur, de mise en place de politiques publiques ou d'analyse d'impact sur des enjeux notamment de décarbonation, d'émissions évitées ou plus largement d'impact sur les retombées économiques et environnementales notamment de ces filières. Fin de la petite page publicité pour venir sur le cœur de l'étude sur laquelle nous avons accompagné Bretagne Next. Effectivement, l'objet de l'étude portait sur trois aspects, trois piliers. Tout d'abord, conduire une analyse réglementaire et un état de l'art des filières dites Waste to H2, c'est-à-dire des filières de valorisation des déchets et de la biomasse pour de la production de gaz renouvelables et notamment d'hydrogène. Dans le cadre duquel on a pu regarder à la fois les éléments de réglementation ICPE, les questions autour du statut des déchets, l'analyse de ces filières au regard des réglementations RED 2, RED 3, de la taxonomie européenne et des enjeux liés au permitting et à la structuration de futurs projets. On a eu l'occasion de travailler sur un cas précis, le projet Bouclage 2 Brest-Port, qui, comme son nom l'indique, est localisé sur le port de Brest, en effectuant une modélisation financière d'un projet caractérisé. Et puis, on a eu l'occasion également d'étudier la réplicabilité de tels projets en analysant les facteurs de succès, les facteurs de faisabilité de ce type de projet dans différents écosystèmes au niveau breton et plus largement au niveau européen, puisque ce projet a été financé par le programme Ready Port Interreg North Sea. Et donc, c'était un des objets de l'étude, effectivement, de regarder la dimension de réplicabilité et les dynamiques également observées autour de ces filières Waste to H2, plus largement au niveau européen. C'est un projet qui a fait l'objet d'un travail de consultation assez poussé. On a eu le plaisir de travailler sous la houlette d'un comité de pilotage auquel ont contribué Bretagne Next, bien évidemment, mais également la région Bretagne, Brest-Port, la société H2X et GRDF. Et plus largement, au-delà de ce comité de pilotage, plus d'une vingtaine d'entretiens ont été menés à la fois auprès de porteurs de technologies de pyrogazéification ou de vaporeformage, j'y reviendrai dans un instant, également auprès de territoires, de possibles investisseurs et d'acteurs qui étaient plus largement des parties prenantes, on va dire, de ces filières Waste to H2. Nous les remercions, ça nous a permis d'avoir, je pense, des enseignements assez représentatifs de l'état de ces filières. Quelques mots sur le périmètre d'investigation. Donc, on a regardé dans un premier temps les briques de production de dihydrogène à partir de déchets et de biomasse,
avec deux voies de production qui ont été étudiées plus en détail. D'un côté, la pyrogazéification de déchets, avec un focus sur la pyrogazéification de bois B. C'est le bois B qui a été le plus regardé comme intrant possible pour cette filière-là. Et de l'autre côté, la filière de vaporéformage du biométhane qui peut être produit, qui peut être issu de méthanisation ou qui peut être directement récupéré à partir du réseau de gaz. Ce sont deux voies de production d'hydrogène qui ont été regardées de manière complémentaire ou alternative. Quelques mots sur la pyrogazéification, donc un procédé qui permet, en apportant dans des conditions de chauffe, ce qu'on appelle une pyrolyse, de produire un syngas à partir d'une biomasse qui, dans le cas étudié, était du bois B. Et ensuite, par une étape d'épuration, on peut extraire de ce syngas du dihydrogène, qui est ensuite, nous, le produit que l'on a regardé dans les cas d'usage de notre application. Sur le vaporéformage, donc on est sur un procédé qui est maîtrisé depuis plusieurs décennies, qui est couramment utilisé, notamment dans l'industrie de l'oil and gas, et qui consiste à casser quelque part une molécule de biométhane pour produire d'une part de l'hydrogène et de l'autre part du CO2. L'intérêt de ces schémas, c'est d'une part de s'inscrire dans des écosystèmes territoriaux, dans des logiques territoriales de circularité, puisque on produit de l'hydrogène à partir d'une ressource locale, en l'occurrence du bois B pour ce qui a été regardé sur la pyrogazéification, et on est en mesure de valoriser des coproduits que sont le CO2, donc qui peut être liquéfié pour être acheminé et valorisé, vendu, notamment dans le projet que l'on a regardé du côté de Brest auprès de serristes qui ont besoin de CO2. Et puis plus largement, de la chaleur également peut être coproduite et valorisée dans le cadre d'un projet de pyrogazéification. L'analyse réglementaire de ces filières a révélé quelques enseignements intéressants et plutôt rassurants par rapport à la faisabilité de ce type de projet. D'une part, sur la partie gauche de cette diapositive, sur les notions de hiérarchie des exutoires, déjà on a regardé la disponibilité des intrants qui étaient accessibles pour la filière de pyrogazéification. On a pu identifier le fait qu'un gisement significatif de bois B, aujourd'hui capté en Bretagne, notamment transitant par le port de Brest, est aujourd'hui exporté plutôt en Europe du Nord à des fins de valorisation énergétique. Et donc, on a la capacité à identifier et capter ce gisement pour le réorienter vers des procédés de pyrogazéification. Ce gisement est, comme tout déchet, soumis au principe de hiérarchie des exutoires en cascade, qui découle de RED 3, et donc qui consiste à considérer qu'une valorisation matière est préférable à une valorisation énergétique, comme le sont les procédés que l'on a regardés. Néanmoins, ce qui a été mis en avant, c'est que ce principe de valorisation, enfin ce principe de hiérarchie des exutoires en cascade est à regarder à l'aune du principe de proximité géographique, et donc il est tout à fait défendable et justifiable de privilégier une valorisation énergétique locale, comme ce sera le cas dans le projet qu'on a regardé à Brest, par rapport à une éventuelle filière de valorisation même matière qui pourrait être mise en œuvre à un échelon moins proche au niveau géographique, voire nécessitant de l'export. Et le développement de futures filières de valorisation matière ou énergétique ne remettrait pas a posteriori un permis qui aurait été alloué à un projet de pyrogazéification, ce qui est très important du point de vue de la sécurisation du projet et de la capacité de financer ce type de projet. Un autre élément qui a été regardé sur le plan réglementaire, c'est la reconnaissance du caractère bas carbone. Là aussi, on a eu des constats plutôt rassurants sur le fait que les gaz issus de ces procédés, que ce soit gazéification ou vaporéformage, peuvent être reconnus comme renouvelables ou bas carbone selon le caractère biogénique ou non de l'intrant, et le cas échéant en nécessitant une ACV qui permet de démontrer le respect de certains seuils de performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie. Évidemment, certains intrants ne sont pas utilisables, c'est le cas des déchets dangereux d'une part, et c'est le cas des matières recyclables qui doivent bénéficier, enfin qui doivent privilégier des filières de recyclage matière, bien évidemment. Sur le périmètre donc, de ce qui a été étudié, deux briques de production alternatives ont été étudiées donc sur le projet à nouveau localisé sur le port de Brest. Une brique de production d'hydrogène par pyrogazéification
et une brique de production par vaporéformage de CH4, avec différentes configurations qui sont envisageables pour une production locale d'hydrogène allant de 1,5 tonnes d'hydrogène par jour à 3 tonnes d'hydrogène par jour, avec dans tous les cas une logique vraiment de valorisation locale de ces usages de l'hydrogène, à la fois pour des usages dans la mobilité routière d'une part, mobilité maritime d'autre part, et également ce qui a fait l'objet d'une étude plus approfondie, puisque c'est un cas qui est moins documenté aujourd'hui, un peu plus nouveau, un usage dit de flexibilité électrique avec un hub qui vise à utiliser l'hydrogène pour produire des services de flexibilité électrique au réseau et aux clients finaux du port. C'est ce qui a été mis en avant ici avec un principe décrit très rapidement où on utilise l'hydrogène produit comme vecteur de stockage dans un premier temps. L'hydrogène ainsi stocké peut être ensuite transformé par une pile à combustible en électricité injectée dans une batterie qui elle-même peut soutirer de l'électricité du réseau. Et ensuite, l'électricité qui est stockée dans cette batterie peut être injectée auprès du consommateur final, ce qui permet d'avoir un pilotage dynamique et très fin de l'utilisation d'électricité et quelque part de répondre à 3 cas d'usage pour le consommateur final d'électricité qui sont exprimés sur la diapositive à l'écran. Premier cas d'usage, ce qu'on appelle l'effacement continu, c'est-à-dire avoir constamment une partie de la demande en électricité qui est alimentée par ce hub de flexibilité, c'est ce qui est matérialisé en bleu sur le schéma de gauche. Un deuxième cas d'usage qui est l'écrêtement des pics de charge électrique, ce qui est matérialisé en vert, ce qui permet de limiter finalement l'appel de charge électrique au niveau du contrat de fourniture résiduelle. Et un troisième cas d'usage, lorsqu'il y a une opportunité marché, lorsqu'à un moment, par exemple, le prix de l'électricité est très élevé sur le marché, de réduire au maximum l'appel de charge au niveau du contrat de fourniture pour basculer sur un effacement complet donc, et passer l'ensemble de sa consommation via le hub de flexibilité. Ça se traduit à droite sur ce qui serait le schéma de fourniture résiduelle du point de vue du consommateur final. On voit que l'on a une solution qui permet d'une part de réduire le niveau d'appel de charge maximal et donc de redéfinir les conditions contractuelles du contrat de fourniture d'électricité, donc de réduire le coût de cette fourniture d'électricité, et puis également donc, de jouer ponctuellement sur des signaux marché pour réduire là à nouveau le coût moyen du kilowattheure électrique consommé par le client final. L'adjonction de ce cas d'usage est important puisqu'il permet quelque part à sécuriser et fiabiliser le modèle de fonctionnement de l'actif de production d'hydrogène. Et donc, le travail qui a été fait a consisté à regarder pour chacune des briques de cette chaîne, pyrogazéfication ou vaporéformage d'une part et ce hub de flexibilité d'une part, quelles étaient les conditions de rentabilité et s'assurer qu'il y avait bien une concordance des conditions de rentabilité entre d'une part la production d'hydrogène et son utilisation. Et donc, pour cela, on a produit un modèle financier qui était applicable à l'ensemble des 3 briques et qui a été mis en œuvre avec des conditions de variabilité spécifiques à chacune des briques pour distinguer sur chacune des briques les conditions de rentabilité des conditions de non-rentabilité. En analyse financière, on fait ça en étudiant une métrique qui est la valeur actuelle nette de l'actif, la VAN. Et donc, on regarde quelles sont les conditions qui permettent de rendre la VAN nulle puis positive, toutes choses égales par ailleurs, en jouant sur 2 variables tarifaires qui sont des variables de pricing, des variables sur lesquelles les acteurs peuvent jouer. Et donc, on a fait ça pour le vaporéformage en jouant sur le prix de l'hydrogène d'une part et le prix du CO2 qui est un coproduit d'autre part, pour la pyrogazéfication sur le prix de l'hydrogène et le prix du bois B, et pour le hub de flexibilité sur le prix de l'hydrogène et l'écart de prix journalier sur le marché spot, qui est également un élément conditionnant la rentabilité du fonctionnement de ce hub. Et donc, en faisant cela, on a pu démontrer, on a pu révéler le fait, et c'est l'enseignement principal, je pense, de ce travail, qu'on a finalement un continuum de rentabilité atteint
ou atteignable pour l'ensemble de ces briques, à la fois de production d'hydrogène et d'utilisation d'hydrogène, avec un prix de l'hydrogène inférieur à 8 € du kilogramme. C'est une rentabilité qui est permise par également la possibilité de valoriser les coproduits qui sont issus de ces différents actifs. Je l'ai dit, le CO2 liquéfié, la chaleur et l'eau, qui est un coproduit du hub de flexibilité. On a pris des hypothèses conservatrices pour faire ce calcul-là. On s'est basé sur les données qui nous ont été remontées par les principaux porteurs de projets aujourd'hui actifs en France autour de ces technologies. On est assez confiant donc, dans ces résultats. Et donc, tout cela nous amène à penser que ces voies finalement de production d'hydrogène par des voies alternatives à l'électrolyse sont des voies très intéressantes qui méritent d'être approfondies, d'être investiguées, et qui permettent de projeter des schémas territoriaux de production et d'utilisation de l'hydrogène, notamment autour de cas d'usage innovants, autour des services de flexibilité électrique, comme nous avons pu l'étudier. Je vais m'arrêter là, et si vous avez des questions complémentaires, ce sera avec plaisir. Je regarderai également le chat, et donc je repasse la parole à Élodie. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Donc, effectivement, ce sont des voies que nous continuons d'explorer, comme tu l'indiquais, et ça va être l'objet maintenant d'échanges au niveau régional pour considérer des projets, que ce soit au niveau de la pyrogasification ou aussi du vaporoformage de biogaz avec capture carbone. Donc, je vois qu'il y a quelques éléments dans le chat, des éléments des questions, donc si tu as quelques précisions, n'hésite pas à compléter. Et merci pour cette présentation, et plus globalement aussi, merci à tous les acteurs qui ont contribué de par leur partage de données, ou tout simplement pour avoir répondu à nos nombreuses interviews qui nous ont permis de considérer aussi les potentiels de réplication de ce type de projet. Donc, voilà. On poursuit et on reste à votre écoute pour échanger sur ce sujet. Donc, je me tourne maintenant vers Benoît Perrault, donc CEO d'Argo & Leg France, pour la présentation de l'activité d'Argo & Leg France, donc, qui est une filiale installée à Lorient d'Argo & Leg, donc société allemande. Je t'en prie, Benoît. Tu es bientôt prête pour faire la présentation. À ma place. Super. Vous m'entendez bien, ouais? C'est bon? Impeccable. Ouais, c'est bon, super. Donc, du coup, je peux défiler. Du coup, merci déjà l'opportunité de présenter Argo & Leg. Donc, effectivement, la grande nouvelle, c'est qu'on vient d'implanter donc une filiale en France, à Lorient. Donc, du coup, j'en profite pour me présenter. Donc, Benoît Perrault. Donc, moi, je vais être en charge de la filiale française. Et je vais travailler du coup avec Basile, qui va être qui est le directeur technique. Et donc, on travaille bien évidemment pour le groupe allemand, dont Jan Andreas est le fondateur et notre président. Hop, je tourne. Très simplement, ce qu'on fait, on est constructeur de produits gaz et systèmes. On va dire tout type de gaz, mais on a une grande spécificité pour l'hydrogène, suite aux différents projets qu'on a pu réaliser pour le compresser et de plus en plus sur le liquide. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer nos produits, tout ce qu'on retrouve autour d'un système hydrogène pour la mobilité principalement, donc des OTV, des TPRD, voilà, toutes ces choses-là. On fabrique aussi des réservoirs un peu spécifiques, on en parlera après. On fabrique nos systèmes de stockage sous différentes versions, ADR ou plus pour la mobilité. Ensuite, on fabrique nos systèmes de distribution. Donc là, c'est vraiment le système H2, la détente et l'alimentation de l'hydrogène jusqu'à une pile ou un moteur à combustion, et la partie des élans. On est aussi constructeur donc, de stations mobiles, on verra des exemples après. Et après, on fait de la fabrication sur mesure spécifique, des produits spécifiques et des systèmes, principalement pour des projets d'aéro et de militaire, mais pas que. Et on est présenté un petit peu sur l'ensemble des domaines, on verra des exemples après. Rapidement, l'historique. Donc, du coup, c'est une entreprise en Allemagne que Jan Andreas a rachetée en 2001, une entreprise qui faisait des panneaux de gaz pour les turbocompresseurs.
Donc Yann, quand il a racheté l'entreprise, il l'a nommé Anleg. Et Yann étant déjà dans l'hydrogène avant, aimant la technique hydrogène, et surtout voulant aussi participer à la décarbonation, et l'hydrogène est un vecteur, il a souhaité vraiment axer sur l'hydrogène. Donc du coup, ce qui s'est passé, on a tout de suite la volonté de développer des systèmes réservoirs avec des valves et tout ce qu'il y avait autour. Et puis tout de suite la volonté aussi de faire nous-mêmes en interne, parce qu'on ne pouvait pas en fait compter sur d'autres fabricants pour les composants majeurs. Pourquoi? Parce que ça évolue énormément, les systèmes de sécurité évoluent, l'innovation aussi évolue, les réglementations également. Donc en fait, on voulait vraiment maîtriser le coût, la qualité, la performance, et puis la sécurité, et tenir des plannings sur des projets qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Ensuite, il y a eu donc un apport d'innovation assez important. Argo-Next, c'est 25 ans d'innovation en l'hydrogène, avec l'implémentation ce qu'on appelle des blocs forêts. Donc c'est un bloc où on va retrouver tous les éléments. On verra aussi un exemple après. 2014, première station mobile. Effectivement, en fait, c'était surtout pour aller remplir et tester tous les projets qu'on mettait en route. Ensuite, des premiers projets liquides avec des constructeurs allemands automobiles. On parle de TPRD, des débuts d'OTV. Ensuite, la volonté de fabriquer en Allemagne des grands réservoirs. On ne trouvait pas de grands réservoirs, principalement pour le maritime, avec des grandes quantités. On travaillait avec un constructeur américain. Et donc, ça y est, on a intégré cette fabrication en Allemagne de nos propres réservoirs. Donc là, c'est en cours de réalisation. Et une fois qu'on avait ces gros réservoirs, du coup, on a pu faire notre premier tank tonnerre de 500 kg, 500 bars, qu'on peut voir en haut. Donc Argo-Nleg, voilà, c'est 25 ans d'expérience en hydrogène, 60 projets, 30 personnes dédiées à l'hydrogène et 6 millions de chiffres d'affaires. Les projets, pour vous représenter, donc on peut le voir différents dans l'off-road et l'on-road, des camions, des engins miniers, des engins un peu spécifiques. On a une dameuse de neige qui fonctionne à plus de 2000 mètres d'altitude, des chariots élévateurs. Et là, on a surtout fait le système de stockage et la partie fluidique pour amener l'hydrogène à la pile ou un moteur à combustion. Les trains, on a fourni des éléments du système hydrogène sur le train Siemens en Allemagne. Et on a un autre projet en cours, c'est une illustration, mais qui est en cours, où on va intégrer effectivement le conteneur directement sur le train et qui sera multi-application. Ensuite, la partie aéro et défense. Donc l'aéro, comme je disais, on a fait pas mal de concepts, aussi des démonstrateurs, mais on est surtout sur des composants un peu spécifiques, légers, compacts, avec de la performance aussi avancée. Donc voilà, on a travaillé avec différents acteurs dans ce monde-là. Et puis la défense, exactement, pareil aussi, un peu sur du spécifique, système spécifique, composants spécifiques. On a d'ailleurs travaillé sur un système sous-marin. La partie maritime qui nous occupe énormément en ce moment, suite aux demandes et les projets en cours. On va avoir deux types de projets maritimes, les projets ce qu'on appelle swappable, donc avec des conteneurs de plus ou moins grosse taille qui vont effectivement se promener sur la route et ensuite aller sur le navire, aussi bien soit en transport, soit en tant que carburant pour le navire. Et donc, là, dans les 2 prochains mois, on va avoir pas mal d'activités. On va avoir en service notre conteneur 500 kg, 500 bars sur 2 barges, dont une qu'on aura 4, donc ça fait 2 tonnes, et l'autre qui en aura 8, donc ça fera 4 tonnes d'hydrogène. Ensuite, on en a une autre qui arrive fin d'année, et encore une autre en 2027. Donc on va surtout sur la partie fluviale. Et puis après, on en a un autre petit qui fait 125 kg, qui lui a été mis en œuvre sur le pushboat Electra. Ensuite, on travaille énormément sur la partie du stockage confiné, où on travaille avec des intégrateurs, principalement, comme Kinel ou comme ShipTech, aujourd'hui, et aussi Cat Challenge, où on va utiliser les produits et les systèmes un peu spécifiques pour permettre de faire du stockage chopant. Et on est assez content parce que ça y est, on a réussi à aligner DNV, Lloyd et Bureau Veritas sur la possibilité et des niveaux d'approbation pour ces systèmes-là. Le premier, c'est Damacy, qui sera à l'eau cet été, donc ça c'est par l'intégrateur Kinel, qui a atteint un niveau 2 RAQRA avec DNV. Le deuxième, je ne peux pas dire le nom, mais on a atteint un niveau d'AIP. Le troisième, c'est Green Navy, également avec l'intégrateur Kinel, et en cours d'AIP.
Le quatrième, donc c'est ShipTech, qui eux ont atteint un niveau 2 RAQRA. C'est pareil, un bateau à l'eau normalement après l'été 2026. Et le dernier qui est en phase de design, donc effectivement avec Cat Challenge. Et après, c'est d'autres types de bateaux avec d'autres types d'intégration, de configuration. Les stations mobiles. Donc effectivement, ce que j'expliquais tout à l'heure, on a eu un peu l'obligation de faire notre première station mobile en 2014 pour tout simplement remplir et tester les projets qu'on avait mis en œuvre. Mais on l'utilise toujours, cette station. On l'a d'ailleurs utilisée pour remplir le bateau de HSV du Cat Challenge il n'y a pas très longtemps, septembre dernier. Mais voilà, c'est une première génération. L'avantage, c'est quand même qu'il y avait un stock de 500 bars sur cette station qui nous permet de faire pas mal de choses, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas ADR. Et donc, du coup, on est en train de faire notre nouvelle génération. Donc, Cat Challenge a commandé une station, où là, effectivement, qui est ADR, 60 kg d'hydrogène, et qui sera livrée cet été. On a aussi une autre petite station, mais là, sans buffer, sans stock tampon, qu'on utilise pour différentes applications, par exemple pour la dameuse tous les hivers, mais aussi on l'avait utilisé pour des applications un peu spécifiques. Par exemple, on l'avait utilisé pour le remplissage de navires pendant les JO. Et après, on utilise aussi donc, nos stations avec le tank tonnerre, où on a différents projets aujourd'hui, où là, c'est plus vraiment des gros projets, et ça remplace vraiment une station avec des multi-activités, où on va mettre le conteneur associé à un compresseur. Et comme il est à 500 bars, en fait, ça nous permet de faire déjà des déversements assez rapidement sur d'autres applications. Voilà. Juste pour mettre en image quelques produits, rapidement, je vois l'heure qui tourne. On fabrique des OTV avec différents types d'OTV, des blocs, on verra une petite illustration après, des PSV, des EVV, des TPRD, des quick connecteurs, des blocs forés avec la détente, des DBBM qu'on retrouve dans le maritime, et nos fameux réservoirs qui font 6 mètres de long, 2000 litres de quantité, en litrage, et 61 kg à 500 bars. Ça a été vraiment un changement majeur. C'est ce qu'on appelle la GHU. C'est un bloc foré, déjà bien utilisé dans l'hydraulique. Mais là, l'utiliser dans l'hydrogène, on remet tous les composants à l'intérieur, la détente, toute la partie filtration, les vannes manuelles et autres. En fait, ça permet de réduire énormément le nombre de raccords et de tout mettre dans un bloc. Donc, en termes de safety, on réduit le nombre de fuites. Et voilà. Et c'est aussi beaucoup plus compact et beaucoup plus solide. C'est un bloc en inox 316L. Donc voilà, énormément d'avantages. Et ça permet, on le voit sur la photo à côté, ça c'est sur le bateau qui est en cours d'installation, sur la barge. En 2 blocs, on peut avoir l'ensemble du système H2. Donc ça c'est vraiment intéressant en termes de sécurité, compatibilité, mais aussi en flexibilité. Le tank tonnerre, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on travaille énormément sur ce tank tonnerre dans des écosystèmes assez globaux, parce qu'en fait, il permet de répondre à pas mal de choses. En tant que carburant sur le navire, mais pas que, on l'a vu sur le train. Donc aujourd'hui, il est maritime pour le fluvial et la partie train, et forcément en ADR pour qu'il soit transporté, rempli sur la route, mais aussi en transport de gaz. Et en fait, aujourd'hui, on voit vraiment un intérêt via déjà les différentes barges qui vont être mises en service en tant que carburant, mais aussi après pour l'utiliser sur différents aspects sous forme de station. Voilà. Et en fait, on a implémenté tous nos produits qu'on a fait sur le maritime, qu'on a fait sur le railway, sur ce conteneur, en apportant des innovations spécifiques qui nous permettent de répondre en fait à l'ensemble de cette réglementation d'hiver. Et on apporte aussi un monitoring bien spécifique où on est capable de voir l'ensemble. Ça, c'est juste une petite slide sur le liquide. Donc effectivement, Basile, lui, a travaillé déjà sur 2 gros projets dans le liquide. Et côté aussi Ergo & Lang, donc on travaille énormément aussi avec Ariane Group. Avec BMW, on a travaillé. On a un projet, c'est l'EWACO, en cours, dont d'ailleurs on a une nomination au GEC Award 2026. On est nominé pour les GEC Awards. Et voilà, pour terminer, j'ai un peu dépassé le temps, désolé. Donc, comment on va accompagner, on va accompagner vraiment sur les projets H2, avec le project management, le suivi forcément des clients et des projets, en France, mais pas que. La partie engineering du système S2, sur son ensemble. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on traite la partie approbation des produits et des systèmes. On ne le laisse pas forcément aux clients, on veut vraiment nous le traiter. C'est déjà pas facile pour nous. Voilà. Et donc, on va gérer toute cette partie avec un écosystème, on ne fait pas tout nous-mêmes, toute la gestion de la safety analysis,
qu'on appelle les ASOP, FMEA, ERA, QRA, une gestion d'alternative design pour le maritime, et toute la partie des simulations, ventilation, dispersion, explosion, voilà. Concevoir en fait tout le safety philosophie, on parle souvent. On fait du développement de produits spécifiques et puis standards, avec différents, pour des constructeurs, pour des intégrateurs et pour un différent type de clients. Et puis on travaille énormément forcément sur la R&D. Aujourd'hui, dans des projets européens, on est impliqué dans plusieurs projets européens, et puis aussi dans le développement d'écosystèmes. Voilà. Très clair. Merci beaucoup pour cette ben, présentation complète de vos activités. Et voilà, n'hésitez pas à poser quelques questions déjà en ligne à Benoît, et puis on aura peut-être le temps d'échanger plus largement suite à la dernière présentation donc, de Nicolas Coitin. Donc, bonne installation à Lorient, même si c'est déjà démarré depuis quelques mois. Merci en tout cas. Donc, je me tourne donc vers Nicolas Cotin, responsable développement commercial chez Hyundai. Alors, vous n'êtes pas en Bretagne. J'en suis pas loin. Et on a eu l'occasion de vous voir, en tout cas, déjà sur des événements bretons, tel, je le citais tout à l'heure, le Britannia. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que vous puissiez nous présenter les véhicules, les solutions proposées par Hyundai Hydrogen Mobility, et puis aussi nous informer de l'aide H2 Accelerate qui est désormais disponible. Donc, je vous en prie, Nicolas, nous vous écoutons. Ok, merci. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je vais y arriver. Donc, je vais vous présenter l'offre de Hyundai Hydrogen Mobility en poids lourd. Donc, vous le voyez à l'écran, là, c'est le X-Ion Fuel Cells. Donc, aujourd'hui, le seul véhicule lourd de plus de 16 tonnes assemblé de série à pile à combustible. Donc, le châssis, aujourd'hui, il est assemblé en Corée du Sud. Il a une homologation européenne et on a une capacité de véhicules lourds de 2000 camions à l'année en pile à combustible, au milieu des plus de 30 000 véhicules diesel lourds que Hyundai fait. Hop. Je vais y arriver. Rapide historique, je ne vais pas passer trop de temps, mais aujourd'hui, donc chez Hyundai, la solution à pile à combustible est quand même quelque chose de connu et de fiabilisé. Ça fait 30 ans qu'on travaille dessus. Les plus grosses étapes ont été l'introduction des premiers véhicules SUV de série avec le Nexo, suivi de près par l'introduction du premier X-Ion poids lourd, avec une première génération qui avait été notamment vendue en Suisse, avec une trentaine de véhicules, puis des bus. Alors les bus aujourd'hui, bus et cars, c'est réservé à la Corée du Sud. Et puis la grosse étape dernièrement en 2025 avec le lancement de la nouvelle Nexo en véhicule léger, et nous une nouvelle génération d'X-Ion avec une nouvelle génération de piles à combustible plus performante, plus grosse durée de vie, et puis donc des camions aussi GSR2 donc qui répondent à toutes les dernières normes européennes de sécurité notamment. Hyundai Hydrogen Mobility, c'est l'entité du groupe Hyundai en Europe qui est en charge de la commercialisation du X-Ion FCEV. Donc, on s'occupe vraiment que de la partie poids lourd. La partie Nexo, véhicule léger, est gérée par le réseau Hyundai France que vous connaissez, je pense tous, en véhicule léger. Donc, notre objectif est clairement en Europe de participer à la décarbonation du transport routier avec ce véhicule, donc zéro émission. Donc, il est le véhicule zéro émission, donc zéro émission de gaz à effet de serre. Les piles à combustible, ça ne rejette que de l'eau. Pas de particules fines, pas de compromis sur la charge utile, on va y revenir. Et puis, peu de changements par rapport aux habitudes d'usage en diesel aujourd'hui, où tout simplement, on va faire son plein à la pompe aussi facilement que pour du diesel. Les clés aujourd'hui donc de la solution hydrogène, donc on est sur des autonomies intéressantes autour de 400 km là sur des porteurs. Ces 400 km aujourd'hui, c'est pas de la simulation, hein, c'est une moyenne qu'on retrouve sur l'Europe. Vous avez peut-être vu les communications la semaine dernière, on a déjà accumulé plus de 20 millions de kilomètres avec près de 165 véhicules à la route entre la Suisse, l'Allemagne et la France. Donc c'est des choses qu'on mesure, qu'on voit. On a même des autonomies qui augmentent sur des usages relativement simple en termes de trajet et de chargement.
La durée d'avitaillement, on est sur un véhicule qui embarque 31 kg d'hydrogène à 350 bars. Donc aujourd'hui, si vous faites un plein de 0 à 31, il faut compter 15 minutes. Donc on est sur des technologies de station qui auront tendance à évoluer. Donc c'est peut-être certainement un délai qui aura tendance à diminuer. Et sachant que le plein, on fait rarement un plein de 0 à 31 aussi, quoi. On est souvent sur des pleins partiels. En termes de charge utile, on est en poids à vide, on est à 3 à 5 tonnes moins lourd qu'un véhicule électrique à batterie dimensionné pour les mêmes autonomies. Donc on est sur une charge utile aujourd'hui équivalente à des véhicules diesel. En termes de molécules hydrogène, le principe, bien entendu, pour décarboner le transport, c'est bien entendu d'avoir des véhicules zéro émission, mais aussi que l'énergie soit la plus verte ou bas carbone possible. Donc, pour les initier à l'environnement hydrogène, tous les projets aujourd'hui sont basés sur de l'hydrogène vert ou bas carbone, produit localement, en limitant au maximum les transports du site de production à la distribution. Donc forcément, c'est une filière en cours de structuration. Donc aujourd'hui, on est un peu entre l'œuf et la poule, des projets de stations qui ont besoin d'usage et nous des utilisateurs qui ont besoin de stations. Mais c'est des choses qui avancent par étapes. Concernant la technologie, donc aujourd'hui, on est sur un système donc, qui est entraîné par les piles à combustible. Vous avez peut-être entendu parler de systèmes range extender, qui sont là des systèmes avec une batterie, principalement véhicule batterie, avec une petite pile à combustible qui augmente, qui recharge en roulant la batterie. On n'est pas sur ce système-là. Nous, on est vraiment sur des piles à combustible qui sont la source principale d'énergie du véhicule. Donc, ces piles à combustible, il y en a deux qui sont en gros sous la cabine, là où sur un véhicule classique, on aurait le moteur et la boîte de vitesse. Donc, on a deux piles à combustible qui alimentent un moteur électrique, qui lui-même entraîne une boîte de vitesse Allison avec son ralentisseur, et puis une transmission classique avec le pont. Pour alimenter ces piles, donc on a 7 bouteilles d'hydrogène sur lesquelles on stocke 31 kg d'hydrogène, comme je le disais plus tôt, à 350 bars. Vous voyez sur le côté du véhicule, on a une batterie haute tension de 72 kW. Cette batterie haute tension, elle a deux rôles. Absorber l'énergie créée par le moteur lors des phases de décélération et redonner de l'énergie lors des pics de tension nécessaires, par exemple dépassement, démarrage en côte, ou alors un équipement qui d'un seul coup a besoin d'un pic de tension. Voilà sur la technologie. En termes d'équipement, donc je ne vais pas tout lister ce matin, mais donc on est bien, donc comme je mettais en introduction, c'est la deuxième génération de piles à combustible, donc 2 fois 110 kW. Les 31 kg embarqués, je l'ai déjà dit plusieurs fois. La transmission Allison, donc Allison 4500R, qui est une boîte connue pour sa robustesse et sa durabilité. On a aujourd'hui 2 porteurs disponibles en 4.2 ou en 6.2, avec chacun 4 possibilités d'empattement. Donc, les porteurs, ils sont en 19 tonnes pour les 4.2 ou 28 tonnes pour le 6.2. Et ces véhicules peuvent être équipés en porteur-remorqueur dans la limite de la longueur maxi à 18,75. Mais là, on atteint des PTRA à 36 tonnes ou 42 tonnes. La suspension pneumatique est intégrale et on a une monte pneumatique aujourd'hui unique en 315, 70, 22,5. Pour les équipements carrossiers, que Oui. soit du frigo ou des choses. Nicolas, je crois que Voilà. Pardon? Non, il y a C'est eu bon, une je suis petite là. coupure, c'est pas grave. Je vous en prie, continuez. Ok. Important, donc que je le mette, j'ai disais en introduction, donc nos véhicules sont homologués pour l'Europe, donc il y a un COC européen, donc aucun problème pour homologuer, immatriculer un véhicule en Europe. Important pour nous, donc tous nos véhicules intègrent une garantie sur la pile à combustible et les batteries, et la batterie haute tension jusqu'à 8 ans ou 600 000 km. Et on livre bien entendu tous nos véhicules avec un contrat de service qui couvre cette période de garantie. En termes d'équipement, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on a tous les équipements GSR2, donc obligatoires, qui sont détection de personnes dans les angles morts ou d'éléments dans les angles morts, des prédispositions FMS pour les tracking des clients et des utilisateurs, et on a aussi notre logiciel de gestion de flotte, BlueLink. Voilà. Ce que je peux dire enfin sur tous les véhicules qui ont été livrés jusqu'à aujourd'hui, il y a les chauffeurs sont très satisfaits et vraiment enchantés par le confort de la cabine. Ils ont souvent cette vision de véhicule asiatique et quand ils s'assoient dans la cabine, ils
ils nous remontent tous qu'on est clairement au standard eau européen. Sur la sécurité, je vais aller très vite, mais on est sur des réservoirs hydrogène type 4, qu'on suit des tests d'imperméabilité, donc pas de fuite d'hydrogène par les parois, qu'on subit des tests de montée en pression, donc de 0 à 350 bars, donc ils sont validés pour 5000 cycles. Donc je vous laisse faire le calcul, mais on dépasse largement les 10 ans avant d'avoir à remplacer un réservoir hydrogène. C'est des véhicules qui ont subi des tests de pénétration sous pression avec des armes à feu. Et il y a des tests d'exposition au feu, donc tous nos véhicules sont équipés de TPRD, on en parlait juste, la personne juste avant en parlait parce qu'ils en font, c'est des fusibles thermiques en fait qui, si le réservoir est soumis à des températures, donc par exemple un incendie autour, sur la cabine ou sur l'équipement, les TPRD vont s'ouvrir et l'hydrogène sera évacué par des évents sur la partie haute du véhicule et se diffusera donc du coup très rapidement dans l'air. En termes de véhicules, donc les configurations aujourd'hui qu'on sait faire ou qu'on a eu l'occasion de faire, donc on reste sur, vous l'avez compris, sur du porteur classique, donc on est capable de carrosser, j'allais dire un peu tout et n'importe quoi dans la limite des réglementations. Donc on peut faire des véhicules de transport sec. Là, on va chez livré en Vendée en fin d'année dernière, qui était exposé à Solutrans. On sait faire du frigo en porteur classique ou porteur remorqueur. Et puis des caisses mobiles, moins répandues en France, mais on sait faire de la caisse mobile sur la taille en C745. On est limité pour les plus gros par la réglementation qui nous bloque à 18,75 m de longueur. On sait faire aussi des carrosseries spécifiques. Donc, on a par exemple des plateaux grues. Donc, celui que vous voyez en photo, il tourne sur la région lyonnaise. Donc, c'est une grue en arrière-cabine et un plateau en arrière. On sait faire des BOM. Donc, on a deux variantes de BOM. Celle que vous voyez en photo, elle était exposée à Solutrans. C'est une BOM qu'on a fait en collecte d'ordures, donc ramassage arrière avec faune. Donc, et puis, ceux qui étaient au Brittany Days, on exposait une BOM avec un chargement latéral, moins répandu là aussi en France, mais on sait faire. Et puis en bas, vous voyez les empiroles, donc toujours dans la collecte de déchets, avec un bras articulé, donc celui-ci, bras articulé basculant, qu'on a fait avec Mailer. Et puis, à titre d'info, c'était un véhicule de démonstration qu'on sort de démonstration et qu'on met à la vente, donc n'hésitez pas à me contacter. Nicolas, je vois qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit mot sur l'aide Ouais, j'avance, ouais. Ouais. J'avance, donc j'avais fait un point, donc je pense que vous êtes tous au fait de l'infrastructure sur la Vendée, sur l'Ouest, incluant la Vendée. Et puis on a aussi, ce qui était important aussi de dire, c'est qu'on a des sites de production notamment, donc que ce soit notamment à Buléon, et il y a aussi des alternatives possibles s'il y a des agglomérations ou des entreprises qui veulent avancer sans aller jusqu'à construire une station hydrogène. On le voyait aussi plus tôt, mais il y a des solutions avec des stations mobiles ou des stations temporaires qui peuvent être une alternative pour démarrer des opérations avec de l'hydrogène. Sur l'aide, j'y arrive. Donc, pour l'aide à l'achat, il y a plusieurs types d'aides. Donc, il y a les aides régionales. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'aide régionale sur la Bretagne. Il y en a sur l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Aura. Donc là, la plupart du temps, ça couvre en partie l'écart entre le véhicule hydrogène et le diesel équivalent, variable suivant les régions et suivant les tailles d'entreprise. H2 Accelerate, on y vient. Donc là, c'est nous une enveloppe qu'on a. Donc on fait partie de ce consortium H2 Accelerate, qui est un consortium entre les principaux constructeurs européens, nous, et des acteurs dans l'hydrogène, tels que Aelico, TIL, il y en a d'autres, je les ai pas tous en tête. Et on a donc une enveloppe que l'on peut appliquer sur chaque véhicule que l'on vend. Donc, il y a un prérequis qui est de faire sur un porteur de faire minimum 40 000 km par an. Donc, un engagement du client à faire ces 40 000 km par an et un engagement du client aussi à nous partager ces données, donc qu'on récupère par le système de tracking, notamment les données de kilométrage pour s'assurer qu'on respecte bien les conditions, et puis aussi les consommations d'hydrogène, et à titre d'information pour faire pour que l'association puisse enregistrer des données. Cette aide aujourd'hui, elle est à 150 000 € par châssis et elle s'applique sur le châssis nu. Elle est aussi cumulable avec des éventuelles aides régionales ou autres aides, ADEME par exemple, qui auraient pu être données. Voilà. Très clair.
Est-ce que, alors je vois que je vous confirme à tous que la présentation va être partagée. Est-ce que vous aurez des solutions de maintenance, parce qu'on va devoir quitter? Ouais, ouais, j'y vais rapidement. Donc, sur- Joël, donc là, on résumait un peu tout, mais je vais revenir spécifiquement sur la partie après-vente. Comme ça va aller plus vite. Sur la partie après-vente, donc on ne vend pas un camion sans avoir un réparateur agréé et formé à proximité. Donc, on les forme au fur et à mesure des livraisons. Donc, aujourd'hui, on a déjà des réparateurs sur Nantes, Paris, Lyon et Dijon. On a des discussions en cours sur tout l'arc méditerranéen. Et donc, voilà. Donc, pour nous, c'est une évidence qu'on ne peut pas livrer un véhicule sans avoir un support après-vente digne de ce nom. Sur l'après-vente, on bénéficie de toute la logistique Hyundai, c'est-à-dire qu'on a un magasin de pièces de rechange avancé en Belgique et on sait avoir des pièces, si le réparateur les a pas en stock, il les a en 24 ou 48 heures. Donc on est tout à fait au standard des constructeurs européens là-dessus. Et j'insiste aussi sur la garantie 8 ans, qui est quand même aussi important. Voilà. Et puis j'avais tout dit. Il restait un Une dernier dernière point, c'était juste très rapidement pour nous, parce qu'on en est fiers, des 20 millions de kilomètres parcourus en Europe, pour montrer que cette technologie, c'est pas une technologie du futur, c'est une technologie qui fonctionne, qui roule, et il y a des transporteurs qui l'utilisent déjà au quotidien. Donc voilà, je reste disponible pour plus de détails, Voilà. bien entendu. Voilà, désolé, j'ai un peu traîné. Oui, voilà. Et puis la dernière petite question, c'était sur le montant de l'aide H2 Accelerate par véhicule. Je ne sais pas si vous Je l'ai avez une dit peut-être un réponse peu en vite, 2 elle mots. est à 150 000 € par véhicule. Donc, et elle s'applique sur le châssis. Voilà, comme ça. Très bien. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je vois que les échanges ont été... Ah, et puis, il y avait un ordre de prix pour les BOM, mais on pourra, euh, si vous pouvez le donner. Bah, après, tout va dépendre de la configuration de l'équipement, mais en fonction de l'équipement, on va être entre 650 000 et 820 000 € sans subvention, sans appliquer de subvention. Voilà. Voilà. Bon, bah, les chiffres sont donnés. Merci beaucoup, merci à tous. On a une ou 2 minutes de retard, donc je vais quitter, bien entendu, parce que vous avez votre journée tous à faire. Vous avez l'agenda à venir des prochaines dates. Et voilà, je vous laisse jeter un œil. Sachez que le mois de juin sera très chargé. Donc vous voyez déjà tout ce qui se profile à l'horizon. N'hésitez pas à regarder ça à tête reposée pour préparer votre semestre H2 2026. Voilà, bonne journée à tous et puis au plaisir de vous retrouver le 13 mars pour le prochain H2 Breakfast, à l'occasion duquel on donnera notamment la parole à l'ENSM et à bien d'autres.